Bonjour Fabien. Bonjour. Écoute, merci d'être avec nous pour ce podcast, cette nouvelle série là. Donc du coup, on va parler de DNS. Ouais. Et avant de rentrer dans le vif du sujet, je propose qu'on se présente. Honneur aux invités. Bah écoute, enchanté. Donc merci déjà de m'avoir invité, hein, c'est un plaisir d'être là avec vous chez Métis. Donc moi je m'appelle Fabien, je suis avant-vente chez Efficient IP, ça fait 2 ans et demi que je suis avant-vente chez Efficient IP. Avant de travailler chez Efficient IP, j'ai travaillé en tant qu'intégrateur. Donc je travaille beaucoup sur des solutions de sécurité. Pas forcément le DNS, hein, donc je travaille sur des firewalls, je travaille sur des NAC, je travaille sur des antivirus, des EDR. Donc j'ai fait pas mal de sécurité. Donc voilà, aujourd'hui je suis avant-vente chez Efficient IP et on va parler de DNS aujourd'hui et après on va parler de sécurité DNS. Exactement. Donc Voilà. voilà. Donc moi, donc Benoît Champagne. Donc je travaille chez Vetis maintenant depuis mars de cette année, donc 2024. Merci. Et donc je suis le directeur technique de la filiale de Metis Network Infrastructure Services, où on s'occupe justement d'intégrer les solutions réseau et sécurité, dont Efficient IP. Ça marche. Mais aujourd'hui, le cœur du sujet, c'est le DNS. C'est vrai. Euh, c'est quelque chose qu'on utilise tout le temps. Mais avant de rentrer un petit peu dans la mécanique, peux-tu nous expliquer un petit peu c'est quoi le DNS? Ouais. Alors bien sûr, effectivement, c'est un protocole enfin, normalement tout le monde le connaît, enfin tout le monde qui a déjà travaillé un minimum dans l'IT connaît le protocole DNS, c'est plus ou moins à quoi ça correspond. Euh, Cela dit, ça peut pas faire de mal de quand même rappeler le principe. Donc DNS, ça veut dire Domain Name System. Et globalement, ça correspond à un service qui va permettre à un nom de domaine d'être converti en adresse IP. Ça, c'est souvent la définition la plus simple qu'on va donner, mais en pratique, il n'y a pas que les adresses IP qui sont concernées. Il y Est-ce a... que justement, parce que peut-être que les gens ne savent pas exactement une adresse IP, Ah, c'est pourquoi vrai. pourquoi on a besoin de cette translation, le nom? Effectivement, c'est une très bonne question. Une adresse IP, c'est assez barbare. C'est 4 numéros qui ne sont pas très faciles à retenir, encore moins pour un humain. Et globalement, une adresse IP, ça permet de contacter une machine sur un réseau. Donc un réseau, ça peut être Internet, par exemple. Et quand vous allez sur google.com, eh ben, en fait, vous allez utiliser une adresse IP. Sauf que vous n'allez pas rentrer l'adresse IP de google.com, vous ne la connaissez pas en fait. Euh, vous rentrez google.com dans votre navigateur. Et derrière, votre navigateur, il va faire une requête DNS, il va convertir google.com en une adresse IP qui d'ailleurs va souvent changer au final. Donc Ok. voilà. Et donc, du coup, voilà pourquoi aussi le DNS est important. Exactement. Parce Alors, qu'on l'utilise tout le monde l'utilise, sans le savoir. voilà. Et donc là, on a vraiment parlé d'une utilisation utilisateur, donc c'est vraiment n'importe qui utilise un ordinateur, un PC ou un téléphone va avoir cette utilisation du DNS. Mais pour les entreprises, c'est aussi très important parce que pour la gestion des machines, pour la gestion des applications, pour l'organisation de tous les systèmes, en fait, chaque application interne, chaque ressource interne va également avoir un nom DNS, va même avoir plusieurs noms DNS. Et il y a toute une hiérarchie qu'il faut construire autour de ces noms pour être sûr que ça fonctionne correctement. Donc, à la fois pour les utilisateurs et pour les entreprises, c'est très important le DNS. Et toute entreprise a un service DNS interne. Ou presque en tout cas. Presque. 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 Et du coup, voilà, donc ce système DNS, on commence à comprendre, ok, c'est utile au quotidien, ça nous permet d'éviter de retenir ces fameuses IP, Mhm. parce que le cerveau humain, Il est il est moins limité. performant pour ça. Mhm. Mais du coup, comment est-ce que justement ça s'articule un petit peu, comment fonctionne le DNS, qu'il y a différentes briques qui interviennent à différents moments, ou est-ce que c'est simple? Alors, non, c'est pas simple. Sinon, Sinon, on serait pas là en train sinon, on de... serait pas là en train d'en parler, effectivement. Non, alors c'est une bonne question parce qu'effectivement, il y a différents rôles dans le service DNS et ces rôles, ils vont être importants dans la deuxième partie quand on va parler de sécurité. Euh, Globalement, je vais évoquer 2 grands rôles, même si on peut encore plus détailler. Le premier rôle qui est le plus commun, c'est le rôle autoritaire. Donc le rôle autoritaire, ça signifie qu'on a un nom de domaine qui nous appartient. Donc on va reprendre l'exemple de Google, donc google.com, enfin Google détient google.com. Ok. Euh, et donc ça signifie qu'ils sont autoritaires sur ce nom de domaine. Donc ils ont une machine quelque part où c'est inscrit google.com égale cette IP, tout simplement. C'est Euh, eux qui détiennent
le nom de domaine, ça leur appartient. Ça leur appartient, ça renvoie ils en vers ont la leur maîtrise. application, ils ont la maîtrise, donc ils pour peuvent ça- changer le nom quand ils veulent ou l'IP derrière quand ils veulent. Ok. Donc pour ça, il faut un DNS autoritaire pour pouvoir Exactement, dire coucou, c'est moi qui détiens ce nom de domaine Tout à et fait. je lui associe telle adresse IP. tout à fait. Ok. Là, on pourrait détailler parce que dans la partie autoritaire, il y a ce qu'on appelle du master, il y a ce qu'on appelle du slave, il y a la partie publique, il y a la partie privée. Je ne sais pas si on va rentrer dans ce niveau de détail, tu me diras. Mais en tout cas, on peut détailler. Il y a une autre grande partie qui est la partie, on va dire, récursive. Même si au final, là-dedans, il y a différentes catégories. Il y a ce qu'on appelle les serveurs récursifs purs, il y a les serveurs de forwarding, ou alors il y a les serveurs cache. Globalement, ce qu'il faut retenir avec ces serveurs-là, c'est que c'est plus des serveurs qui, eux, ne sont pas autoritaires, mais qui vont aider principalement les utilisateurs à aller chercher des informations vers d'autres serveurs autoritaires. Et ça, c'est important, parce qu'imaginons, toujours dans l'exemple, on veut joindre Google. Comme on le disait juste avant, c'est Google Yes. qui a son serveur DNS autoritaire en interne. Il n'est pas chez moi. Comment je sais que Exactement. Google est autoritaire? Il Comment est je pas sais chez moi. le Comment joindre, en fait j'arrive à avoir cette information? Eh bien, pour avoir cette information, il faut faire appel à la récursivité. En fait, il y a un mécanisme sur Internet qui fait en sorte que quand j'envoie une requête à un serveur DNS qui fait de la récursivité, et que ce serveur DNS n'est pas non plus autoritaire sur la requête que je lui fais, il va envoyer cette requête sur Internet via un jeu de forwarding et d'échange et de référence à d'autres serveurs. Mon message va finir par arriver sur le serveur DNS autoritaire de google.com. Alors du coup, même si, voilà, toi et moi on connaît déjà la réponse, mais j'ai l'impression qu'il manque quelque chose qui est implicite, qu'on ne voit pas, pour démarrer justement cette récursivité dans l'URL que l'on tape, quand on tape google.com. Il manque un élément justement au début qui est implicite, qui est rajouté automatiquement par la machine pour pouvoir commencer justement cette récursivité, donc qui est le point. Ah oui, bien sûr, oui. Le point qui signifie qu'on va aller contacter les serveurs root sur Internet. Donc les serveurs root, si je ne me trompe pas, il y en a 13. C'est ça, enfin, il y en a 13 des défilis, mais après, voilà, avec la magie du DNS et du routage, on a un petit peu plus. Mais... Exactement. Oui, donc effectivement, alors ces serveurs root, ils rentrent en jeu dans le principe de récursivité. Au final, c'est à eux qu'on va, en gros, quand on fait une requête récursive, on va leur demander à eux, qui vont ensuite nous dire, bah tiens, ok, tu m'as demandé google.com, je t'envoie vers les serveurs qui gèrent .com. Ces serveurs qui gèrent .com vont dire, ok, moi je sais que quelque part par là, il y a une personne qui détient google.com, du coup il m'envoie vers Google, et donc à ce moment-là, mon www.google.com, je vais obtenir son IP. Parce que j'ai découvert qui gérait Exactement. et qui avait le serveur autoritaire DNS de Google. On interroge le root, on interroge le .com et on interroge Google. D'où cette récursivité. Oui, voilà. Ça vient de là le terme récursivité. Voilà. Exactement. Voilà, donc, effectivement, on n'est pas rentré dans tous les détails. Peut-être juste cette notion, tout à l'heure tu l'as abordé, tu as dit ce qu'on irait, peut-être quand même de master-slave. Ouais. C'est une notion qui est basique et pourtant utile. Alors, effectivement, c'est très utile. Donc, il y en a même plus que juste du master-slave. Enfin, ça dépend comment on va définir les architectures et ça dépend surtout si on fait du privé ou du public. Globalement, il y a deux types de serveurs autoritaires. Il y a les serveurs master et il y a les serveurs slave. Pour faire simple, la différence entre les deux, c'est que le serveur master contrôle les enregistrements sur le serveur DNS. C'est-à-dire qu'il a le droit d'écriture sur les enregistrements. Du coup, ça sert à quoi un serveur autoritaire qui n'a pas les droits d'écriture? Globalement, ça sert à faire des répliques à différents endroits, parce que si votre serveur master tombe en panne, vous avez quand même envie que google.com soit accessible sur Internet. Par contre, vous n'avez peut-être pas envie que les 150 serveurs DNS qui sont capables de répondre sur Google et le droit de modifier l'IP associé à google.com. Donc dans ce cas-là, l'idée c'est que vous nommez un ou plusieurs masters, et les autres serveurs qui n'ont pas vocation à faire de modifications, ont juste vocation à être interrogés, vous les mettez en votre slave. Ok. Ouais. Merci. Donc du coup, effectivement, là,
commence peut-être à un petit peu intervenir un petit peu de sécurité, puisqu'on C'est ça. voit qu'on essaye de dissocier le rôle d'écriture à un rôle purement de lecture et de diffusion d'informations. En ce moment, on le voit, le DNS est un vieux protocole Oui. qui est très vieux, qui n'a pas été pensé à la base sécurité. Ouais. D'accord. On commence à voir apparaître un petit peu des termes justement autour de la sécurité du DNS, DNSSEC, DNS over HTTPS, et ça sera pour le prochain numéro, mais voilà, quelles sont un peu les évolutions en ce moment du DNS? Alors ça c'est un truc que j'évoque souvent quand moi je parle de DNS à mes prospects ou mes clients. J'aime bien donner un petit historique un peu de comment le DNS a évolué. Alors pour le coup, effectivement, il n'est pas très jeune, il a 40 ans. Ce protocole, le premier draft, il était en 1983, la version finale 1987. Ok. Et Bon, donc, ça va, il est jeune encore alors. ouais, c'est vrai qu'il est jeune, pardon. C'est une question C'est une d'âge. question ouais, il a la quarantaine, hein, c'est ça. Ouais, c'est ça, il est jeune. Voilà, c'est ça. Il achète une guitare électrique à cette période. Donc en fait, à cette époque, effectivement, on ne parlait pas trop de sécurité. Et moi, j'avais trouvé une information intéressante, c'est qu'en fait, je crois que c'est en 1988, il y a une grosse attaque qui vient d'un étudiant. Enfin, c'était pas vraiment une attaque, c'était pas prévu pour être une attaque, mais en gros, il y a un étudiant du MIT qui essaye de scanner Internet. Cet étudiant du MIT, il n'a pas trop mesuré la portée de son script de découverte. En fait, son script, il va flouder tous les réseaux de l'époque qui ne sont pas prévus pour autant de charges à ce moment-là. Donc ça, on appelle ça The Great Worm, ou le ver Maurice en français. Et en gros, ça a planté les réseaux à l'époque, et ça a eu un impact au niveau des médias. Et c'est à ce moment-là où on commence à se dire, tiens, la sécurité, c'est peut-être quelque chose d'important. Donc c'est 1 an après la version finale du DNS. Donc vraiment, à ce moment-là, la sécurité, bon, c'est un concept, mais on ne fait pas trop gaffe. À partir de là, on commence à y réfléchir un peu plus sérieusement. Et là, je ne connais pas toutes mes dates par contre, mais après c'est DNSSEC, je crois en 1997, mais je ne suis pas sûr. On laisse vérifier, mais... On laissera les auditeurs vérifier. Et après, donc c'est DOH, DOT, et il y a d'autres améliorations pêle-mêle qui arrivent. Peut-être juste rapidement évoquer DNSSEC et DOH, parce que c'est ceux qu'on retrouve le plus souvent quand on cherche à faire de la sécurité DNS, et on ne sait pas vraiment la différence entre les deux. On comprend bien que les deux parlent de sécurité. DNSSEC, globalement, c'est plus quelque chose qui va avoir vocation à sécuriser des échanges entre des serveurs autoritaires. Globalement, ça va nous permettre de chiffrer des échanges DNS entre différents serveurs. Donc il y a des records spéciales dans les serveurs DNS qui vont permettre de chiffrer des échanges et d'authentifier. Donc là, on est quoi? On est vraiment pour sécuriser l'infrastructure DNS et pas une communication Exactement. avec le client. Exactement. Là, on sécurise l'infrastructure DNS. Contrairement, du coup, à DOH ou DOT, où là, le but, c'est plus d'encapsuler les requêtes DNS d'un client en direction d'un serveur dans un tunnel qui va être chiffré. Pour le cas du DOH, le tunnel, ça va être une entête HTTP. Donc en fait, on va transformer le paquet DNS en paquet HTTP, donc via un principe de proxy. Et du coup, ça va permettre de chiffrer les échanges entre un utilisateur et un serveur DNS qui va être requêté. Donc ça peut être un serveur DNS récursif, ça peut être un serveur DNS autoritaire dans ce cas de figure-là. Ok. Voilà. À noter quand même que pour le DOH, en soi, donc c'est vraiment à portée des utilisateurs, c'est plutôt pour la communication entre utilisateurs et serveurs DNS. Ce qu'il faut noter, c'est que ça s'applique à des cas de figure où, par exemple, on ferait des requêtes DNS privées, mais qui passent sur des réseaux publics. C'est souvent les cas d'usage qu'on va avoir, et au final, ça rejoint, c'est des cas d'usage de télétravail, la plupart du temps. Ce qui arrive de plus en plus. Ce qui arrive de plus en plus. Et c'est pourquoi une vieille maraude côté cyber, mais qui devient de plus en plus vraie quand on parle de vouloir construire un réseau Zero Trust, justement. Ce type de technologie, justement, de DNS, rentre en jeu. Exactement. Et du coup, je propose, pour conclure déjà cet épisode, on a parlé un peu de DNS, mais il arrive un moment, l'entreprise, le professionnel, il se dit, OK, je veux bâtir mon infrastructure DNS, quels critères je dois prendre en compte pour choisir une solution, pour construire justement, quels sont les bons critères
pour évaluer et trouver une bonne solution pour répondre à ce besoin, donc aujourd'hui, qu'est le DNS? Alors, ce que font la plupart des entreprises qui commencent à monter en termes d'effectifs et de croissance, c'est que la plupart du temps, elles vont avoir un DNS Microsoft. Parce que la plupart du temps, on a un Active Directory qui va être nécessaire pour manager les machines. Par chance, Microsoft offre le service DNS, donc c'est pratique, il est déjà présent. Du coup, quand on a des besoins assez simples, quand on commence à monter en tant qu'entreprise, le choix par défaut, c'est souvent de faire du Microsoft et c'est tout à fait valable, il n'y a aucun problème. Petit à petit, on va finir par comprendre en tant que responsable d'une entreprise que c'est bien Microsoft, mais on est quand même limité sur certaines choses. Il y a des options de sécurité qui ne sont pas présentes, il y a une manière de manager qui est ce qu'elle est et qui parfois ne suffit plus. Et du coup, on commence au bout d'un moment à se dire, mon serveur DNS là, qui est du Microsoft, j'ai du mal à faire de l'automatisation avec, j'ai du mal à faire de la sécurité avec, j'ai du mal à faire plein de choses, et du coup là, on commence à avoir d'autres possibilités. On peut par exemple faire de l'open source. Donc il y a des serveurs DNS open source qui existent, donc il y a Bind, Unbound, NSD. Donc Bind qui fait autoritaire et récursif, Unbound qui je crois fait que autoritaire ou que récursif, je ne sais plus, et NSD voilà, c'est que récursif ou que autoritaire, et voilà. Et donc on peut choisir l'un de ces moteurs open source. Quand on fait de l'open source, c'est l'open source. Il faut accepter le principe de l'open source, c'est-à-dire qu'on n'a pas de support, mais on a la main complètement sur ces moteurs-là. Ça a un coût très faible. Après, Voilà, juste le coût faible, opérationnel caché quand on veut déployer la solution et effectivement la maintenir. Parce que, comme voilà, tu dis, il n'y a pas de support. Donc voilà, il n'y a pas de coût direct, mais il y a des coûts indirects sur la MCO justement pour ces solutions open source. Puis il faut avoir des gens formés, mine de rien. C'est ça. Ouais. Mais bon, qui amène par quand même un avantage, une flexibilité. Voilà. Exactement. Quand l'entreprise grandit, elle peut partir sur ce type de solution. Typiquement, le bind, on le voit plus pour la gestion publique. On commence à vouloir héberger soi-même du DNS public, on n'a pas encore une solution qui est professionnelle. Le choix par défaut, c'est souvent de prendre du bind. Ouais. Okay. Qui n'est pas quand même la solution la plus user-friendly à prendre en main. C'est de la ligne de commande. Pour en avoir administré. C'est de la ligne de commande. Okay. On peut le faire, mais il faut avoir du temps. Voilà, là, il faut de l'expertise et l'erreur d'une virgule dans le fichier fait que tout s'arrête et on a un arrêt de service qui peut avoir d'un fort impact du coup. Exactement. Et donc effectivement, après, quand on cherche à aller vers des choses plus professionnelles, on a des entreprises comme Efficient IP où nous, on va proposer des services qui sont à la fois scalable, où on peut faire de l'automatisation, on peut faire de la sécurité, et j'en ai pas parlé jusqu'à maintenant, mais on ne fait pas que de la sécurité chez Efficient IP, on a aussi tout un environnement d'IPAM qui est lié avec du DNS et du DHCP, donc ça fait partie de tous les avantages que nous, on va pouvoir proposer sur la partie DNS. Ça, c'est justement aussi, si ça intéresse nos auditeurs, pas hésiter à nous le faire remonter. Oui, n'hésitez pas. On en sortira un numéro spécial. Vous avez un espace commentaire dans le podcast? Ils pourront mettre un commentaire s'ils veulent un épisode DDI. Voilà, exactement. Donc voilà. Écoute, Fabien, en tout cas, merci pour toutes ces informations sur la découverte un peu du DNS, les basiques, comment ça fonctionne, les briques utiles pour mettre en œuvre le DNS. Et on a commencé un petit peu à aborder la sécurité. Ouais. Et ce que je te propose, c'est que du coup, dans un second épisode, on va creuser justement la sécurité autour du DNS. Encore merci. Ça marche. Merci à toi. À tout à l'heure.